Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Solidarité Verneuil en collaboration avec l'association Care Utopia. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation en pleine conscience et notre invité, c'est le docteur Viviane Belléoud. Viviane, je vous laisse vous présenter et puis je vous laisse démarrer Ok, quand vous ça voulez. marche. Donc, je suis médecin rééducateur et médecin algologue. J'ai travaillé dans un centre antidouleur à Saint-Luc-Saint-Joseph et à la Croix-Rousse, mais maintenant je suis à la retraite. Donc, et je ne pratique pendant que j'étais soit en cabinet, soit au centre antidouleur, je ne faisais que des thérapies non médicamenteuses. Et la méditation en pleine conscience est rentrée à Saint-Luc-Saint-Joseph depuis quelques années. Voilà. Donc, je fais des groupes de méditation puisque je suis aussi instructeur de méditation. Voilà, je crois que j'ai pas trop, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, donc ma La présentation, présentation. ça marchait très bien tout à l'heure. Espérons Voilà. que, voilà, Donc, attendez. vivre vraiment sa vie avec la pratique de la méditation. Pourquoi vivre vraiment sa vie? Parce que en fait, on est un peu en pilote automatique. Alors, méditer, on en parle beaucoup, hein, de méditer, mais pourquoi méditer en pleine conscience? Parce que d'abord, on est dans le mode sphère, on est en pilote automatique, on est peut-être même maintenant dans l'analyse, qu'est-ce qu'elle va dire, dans le jugement, ouais, je vois pas bien, j'entends pas bien, peut-être dans la critique, oui, non, mais la méditation, d'accord, mais il y a autre chose. On court toujours après quelque chose, vous avez remarqué. Et puis quand on a cette chose, on veut autre chose. Donc, on veut toujours faire des progrès, on veut toujours faire des projets et avoir et faire des projets. Je me suis trompée. Vouloir arriver quelque part, agir pour les choses urgentes, atteindre ses objectifs et attendre et renoncer pour tout ce qui est important. Alors, vous allez me dire, urgence, important. Moi, je fais la différence entre urgent et important. Urgence, c'est, voilà, je suis dans ma maison. Bonjour Muriel. Je suis dans ma maison et l'eau coule et j'ai une piscine dans ma maison. Donc, j'appelle le plombier. Ça, c'est urgent. Les choses importantes, ce sont des choses, si j'appelle pas le plombier, je vais avoir une catastrophe. Les choses importantes, c'est si je ne les fais pas tout de suite, ça ne va pas me poser de problème. C'est-à-dire, par exemple, si je ne prends pas du temps pour moi, si je ne prends pas du temps pour les gens que j'aime, ça ne va pas me poser immédiatement des problèmes, mais dans quelques temps, vous savez, on dit ah ouais, si j'avais su. Donc moi, si j'avais su, je peux plus là. Donc voilà. Donc savoir quand il y a quelque chose, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important? Essayez de faire la différence entre urgent et important. Alors le mode faire, c'est le pilote automatique. On a toujours dans notre tête un petit hamster qui tourne en permanence. Et en fait, nos pensées, elles nous empêchent de voir les choses. Et dès qu'on se pose, dès qu'on s'arrête, dès qu'on se met en état de conscience, eh bien, on voit beaucoup mieux les choses. Déjà, ça nous dit, c'est quoi le mode faire? Le mode faire, c'est tout va vite. D'abord, il faut aller vite. Vous savez, parce que si on va pas vite, ça matche pas. Il faut être une femme ou un homme. Là, j'ai pris une femme, mais un homme, c'est pareil. C'est être multitâche. Dans notre société, on a une activation du sympathique, pas du parasympathique, mais du sympathique. Pourquoi? Parce que dans l'évolution de notre cerveau, en fait, on a une partie très ancienne qui est le cerveau, on appelle le cerveau reptilien, qui en fait est là chaque fois qu'il y a un danger, il est là pour nous ouvrir et se préserver du danger. Donc en ce moment, on est vraiment en activation du sympathique parce que avec malheureusement le Covid, voilà. Donc ça, c'est les questions.
La réponse, souvent, vous savez, à la fin de la journée, ras-le-bol, ça va trop vite, quoi. On a besoin de prendre un grand soupir, de se poser, de ne rien faire. Le problème, c'est, tu vois, quand tu te poses, tu penses avoir un oasis, mais pas du tout. Pas du tout. Quand on se pose, voilà ce qui se passe. C'est qu'on a des pensées. On fait même, quand on est posé, on fait des listes. Et c'est pas facile de s'arrêter, c'est pas facile de méditer. Moi, je pense qu'il faut il faut avoir du courage pour ne rien faire. Parce que dès on fait rien, on part dans la distraction. Mais alors, chose intéressante, c'est que quand on part dans la distraction, c'est un phénomène naturel. On a tout le temps des pensées, mais dès qu'on se pose, on a beaucoup plus de pensées. Et dès qu'on commence un petit peu, peut-être que certains d'entre vous ont déjà un petit peu médité, mais dès qu'on se pose, effectivement, il y a des pensées. Mais ce qui est bien, c'est que c'est naturel. Alors, du mode faire, on passe au mode être. C'est là où c'est intéressant parce que on va expérimenter le monde sans commentaire. Alors, j'ai fait, vous savez, on voyage hein, dans les pays étrangers, enfin, quand on avait la possibilité. Eh bien, on reconnaît le français. Le français, c'est la personne qui va tout critiquer. Voilà, donc qui va faire des commentaires. Eh bien là, on va expérimenter justement ce qu'on vit sans faire de commentaires, de la pensée. On vit ici et maintenant. C'est avoir aussi une certaine connaissance de nous-mêmes en accordant notre baromètre intérieur. Alors, c'est quoi le baromètre intérieur, d'après vous? Notre météo intérieur, c'est ça. Quand je veux sortir, je regarde la météo. Ah, il pleut, je dois prendre mon parapluie. Bah, souvent, on regarde notre météo, comment je suis à l'intérieur. En fait, le mode être, c'est comment je sens, comment je me sens. Ça, c'est super intéressant, c'est comment je me sens. Et en fait, comment vous vous sentez, des fois, c'est pas intéressant. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est de donner aux autres. Je sais pas si… Enfin bon, pour les patients que je voyais dans les douleurs chroniques, c'était ça. Hein, c'était surtout pour les autres. Et puis, alors pour moi, pas grand-chose. Hein. C'est aussi le don de jugement, le mode être. C'est accepter ce qui est. Ok, il y avait le confinement, j'accepte ce qui est. Juste être dans l'accueil des choses telles qu'elles sont dans l'instant, c'est-à-dire accueillir que ce soit les événements agréables, que ce soit les événements désagréables, avec la même attitude. Alors, je ne peux pas vous parler de la méditation en pleine conscience pour réduire le stress si je ne vous parle pas du stress. Donc, le stress, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ou c'est, vous savez, ces tourbillons qui arrivent comme ça dans un ciel qui est bleu. Donc c'est un changement, regardez, c'est un changement brutal. Un changement brutal survenant dans les habitudes d'une personne jusque-là bien équilibrée et susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure à la fois psychique et somatique. Le stress, effectivement, c'est vraiment un changement. Et quand on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a un stress, c'est incroyable toute la biologie qui peut changer. Alors, il faut distinguer le stress, la réaction, qui est la réaction, et les stresseurs. Les stresseurs, il y en a plein. Mais le stress, c'est vraiment la réaction. Et la réaction au stress, c'est quoi? C'est dans notre vie quotidienne, on a beaucoup de stresseurs. On a le bruit du voisin, c'est vraiment, voilà. Les médias, vous ouvrez la télé, hein, de quoi on parle, et du vaccin, et il faut pas faire le vaccin, et il faut faire le vaccin, mais si tu fais le vaccin, tu vas avoir des tas d'effets secondaires, enfin bon, bref, quoi. C'est les politiques. C'est un peu stress, ça fait stresseur, hein, des fois. Hein. Mais tout ça, ça va déclencher des réactions de stress qui activent ce fameux système de survie, ce fameux système sympathique où on doit fuir devant le danger. Le parasympathique, on n'en parle pas. Hein. Donc, bien que tous ces stimuli ne présentent pas de véritables menaces, ça nous amène à des réactions de stress. Et si le stress perdure,
il va y avoir une dépense énergétique pour rien. Et cette dépense énergétique, comme on ne va pas le faire en action, ça va être interne, on va être fatigué et ça va entraîner des tensions musculaires, hein, des lombalgies par exemple, des palpitations, le cœur qui s'accélère, une augmentation de la pression artérielle, des spasmes. Essayez de manger en étant stressé, bah, vous digérez pas bien. Hein. Des ruminations, hein, on va chercher, hein, puis des migraines, des troubles du sommeil, etc. Si le stress perdure, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pas aller à l'intérieur, on va aller chercher des solutions vers l'extérieur. On va aller chercher des médicaments. Ouais, c'est bien les médicaments, mais il n'y a pas que ça. On va faire une hyperactivité, parce que si tu es dans l'hyperactivité, si tu t'occupes des autres, tu vas t'occuper moins. Et puis, le stress, on va pas l'avoir. On va consommer des drogues aussi, hein, tabac, alcool. Que ce soit la douleur, que ce soit les stresseurs, notre réaction logique, c'est la fuite. C'est la fuite où je me bats aussi. Je me bats contre la douleur. Moi, j'ai fait des groupes douleurs à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph en disant, bon, ici, on arrête de se battre contre la douleur. On va accueillir les choses comme elles, la douleur comme elle est. Alors, c'est sûr que c'était un peu… Mais d'accueillir les choses comme elles sont, c'est totalement différent. Et puis, quand on va chercher des solutions vers l'extérieur, on va chercher quelque chose de précis. Et quand on cherche quelque chose de précis, on se ferme. Exemple, le 1er mai, je vais chercher du muguet. Je vais dans une forêt, je vais chercher du muguet. Ou alors, je vais chercher des champignons, à la limite. Une certaine catégorie de champignons. Et je vais rechercher des choses précises. Et si je recherche des choses précises, je ne vois pas tout ce qui est à l'extérieur. Je ne vois pas les autres choses. Donc, la réaction de stress, qui est importante, c'est une réaction normale et utile. Tout changement d'environnement, tout changement appelle à une réaction de stress. C'est une réaction normale si elle n'est pas redondante. Ça permet d'adapter notre biologie, notre psychologie, on s'adapte à son environnement. Elle est coûteuse en énergie. En fait, la phase de stress, elle a trois phases. La phase d'information, c'est la prise d'alarme, la phase d'alarme, mais là, tu n'es pas connecté avec toi-même, avec ta météo intérieure, tu vois rien. La phase de résistance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ben, soit je me bats, soit je fuis, mais la fuite, le stresseur, il est toujours là, vous pouvez partir, mais le stresseur, il est toujours là. Et puis, c'est la phase d'épuisement, vous savez, ça s'appelle le burn-out. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la douleur est un agent stresseur. Et donc, c'est pour ça que méditer en pleine conscience peut être intéressant. Alors, c'est quoi méditer en pleine conscience? Alors, attendez, non, c'est quoi méditer en pleine conscience? Non, ça fait rien. Je vais vous demander de lever la main, comme ça. OK. Regardez votre main. Et bien là, c'est la pleine conscience. Je prends conscience que je vois ma main et que j'ai levé ma main. Maintenant, vous la rabaissez. Je prends conscience que ma main est maintenant sur la table ou sur ma cuisse. Et je sens le contact. C'est ça la conscience. La conscience, c'est je vois l'écran. Ben, je suis en conscience, je vois l'écran. J'écoute. La conscience d'écouter. C'est OK? C'est ça la pleine conscience. Hein. Alors, l'origine de la pleine conscience, les pratiques méditatives sont de plus en plus utilisées dans le champ de la santé mentale ou physique. La méditation, elle est issue de traditions millénaires. Et c'est ce monsieur, John Kabat-Zinn, qui est un professeur émérite à la faculté de médecine du Massachusetts, qui a mis
en place un protocole qui s'appelle MBSR. C'est la méditation, la mindfulness basée sur la réduction du stress pour justement gérer tout ce que les patients, toute la souffrance des patients. En fait, il a pris la méditation et il a adapté de façon laïque les pratiques bouddhistes ancestrales. Voilà. Et cette pratique va aider les patients qui ont des douleurs chroniques, mais aussi de l'anxiété et aussi toutes les maladies qui peuvent nous entraîner dans le stress. Les applications de la méditation vont aller au-delà de la médecine, puisqu'on a de la méditation chez les enfants. On peut méditer, alors ça arrive surtout aux États-Unis, dans les prisons. On médite aussi dans les hôpitaux et puis dans les entreprises. Alors c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit, hein, je regarde ma main, c'est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention de façon intentionnelle. Vous voyez, je lève la main, je regarde ma main, voilà, mon intention est de regarder ma main. Donc, au moment présent, sans juger sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Donc, il a commencé en 1979, Jon Kabat-Zinn. La méditation en pleine conscience, c'est je vais muscler mon attention. Voilà. Pas l'attention que j'ai sur les jeux vidéo, non, c'est mon attention et mon intérieur. Je vais ouvrir, je vais muscler mon attention et je vais m'ouvrir. Donc, l'état de pleine conscience, c'est une modalité de fonctionnement normale qui peut survenir chez tout être humain. Vous êtes OK avec ça? C'est une qualité qui émerge dès qu'on tourne son attention sur le moment présent. C'est une qualité de présence, être vraiment là où nous sommes dans l'instant. Et je peux vous dire que quand vous commencez la méditation, vous vous apercevez que vous êtes souvent parti dans les pensées. Vivre l'expérience pendant que nous la vivons, hein, être vraiment conscient de vivre notre expérience. C'est une attitude de réceptivité. On va laisser surgir l'expérience, on ne va pas aller la chercher, l'expérience. On va accueillir les émotions, les sensations physiques, les pensées, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Toujours avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Et ça, c'est pas facile quand on commence la méditation. Par exemple, j'ai eu des étudiants en médecine et la première séance, c'est la séance, vous l'avez peut-être vu dans les émissions de méditation, on explore un objet qui est un raisin sec. Et là, l'étudiante m'a dit, quand j'ai vu ce raisin sec, je me suis dit, mais c'est quoi ce machin? Mais c'est quoi ces trucs de méditation? On regarde un objet et il faut définir, il faut pas définir ça, il faut pas le définir, il faut le regarder avec ses 5 sens. Et ensuite, elle m'a dit, mais après, j'ai été ravie de faire de la méditation. Donc c'est ça, c'est pas chercher, c'est juste être dans l'attitude du débutant. Alors, moi, je suis très curieuse et moi, ça me va bien parce que la méditation, c'est la curiosité. C'est chaque fois différent. Quand vous faites une séance d'hypnose, vous pouvez refaire la séance d'hypnose une autre fois. Ça pose pas de problème. Mais quand vous méditez, c'est chaque fois différent. C'est ça qui est fantastique. En fait, on rajeunit avec la méditation, quoi. C'est rigolo. Et on s'ouvre. On est beaucoup plus disponible à soi-même et aux autres. C'est un état de conscience, vous avez compris, opposé au pilote automatique. On va avoir, si c'est opposé au pilote automatique, on va prendre de la distance, rentrer différemment en relation avec les événements. Et si je rentre en relation différemment avec les événements, je prends de la distance et je vais avoir des réponses beaucoup plus justes, des perceptions, je vais sentir des perceptions. La méditation, c'est ce que je sens. Je suis donc, je sens donc je suis. C'est pas je pense donc je suis, c'est je sens donc je suis. Je sens que je suis en vie.
Donc, c'est aborder l'expérience différemment et en abordant l'expérience différemment, en prenant de la distance. Quand je dis je prends de la distance, je ne veux pas dire je jette l'expérience. Hein. Non. L'expérience, si vous voulez, mon problème, quand on est dans la vie de tous les jours, le problème, je le saisis comme ça. Et ce que je veux, c'est m'en débarrasser. Avec la méditation, le problème, il est toujours là, mais je vais ouvrir autour du problème. Je ne vais pas le jeter. Je vais ouvrir. Je vais regarder toutes les possibilités du problème. Donc, en fait, où que vous soyez, c'est là le point d'entrée. Quand vous marchez, par exemple, on peut faire de la méditation marcher, mais on peut faire de la méditation ici. Voilà, je suis ici et maintenant, et ben voilà, je peux commencer ma méditation. On a des idées reçues sur la méditation en pleine conscience. Donc voilà, on a des idées. Vous voyez, le chien, lui, il pense, voilà, je vois, il y a des arbres et il y a un arbre qui me plaît pour aller me soulager. Et là, le maître pense à des tas de choses. Mais on est bien conscient, on n'est pas conscient qu'on pense à des tas de choses. Hein. Alors, une pratique mystérieuse. Vous avez vu que c'est pas une pratique mystérieuse, c'est OK. Une simple technique de relaxation. Alors, la seule chose, c'est que quand on fait de la méditation, à la fin de la méditation, on peut être super relaxé. Alors moi, j'étais super relaxé les premières fois. Mais à la fin de la séance de méditation, des fois, on dit, mais dis donc, quand est-ce qu'elle va faire ding-ding? Parce que c'est un peu… Donc, c'est pas une technique de relaxation. On peut être relaxé, mais c'est pas… Si on cherche la relaxation, il vaut mieux aller vers la sophrologie ou la relaxation. Une analyse des événements ou un commentaire de ce qui arrive. Ben non, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'analyse. Faire le vide, ne penser à rien non plus. Alors, si vous arrivez à ne penser à rien, vous me le dites, parce que moi, j'y suis jamais arrivé. La méditation, c'est pas vider son esprit, c'est sûr. Puisque les pensées, c'est quelque chose de naturel. Être plus performant. Alors, vous savez, dans les entreprises, on fait de la méditation. Alors, c'est sûr que ça peut être pour être plus performant, mais c'est pas le but de la méditation. D'abord, la méditation, elle n'a pas de but. Hein. Donc, voilà. Mais quand on fait les choses en conscience, on les fait pas avec deux mains gauches. Donc, si on les fait pas avec deux mains gauches, on est beaucoup plus performant. Et ce qui est intéressant, mais ça, les dirigeants le savent, c'est qu'on gagne du temps avec la méditation. Plus je prends du temps, plus je gagne du temps. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, je peux vous dire que vraiment, plus on médite, plus on gagne du temps et on fait beaucoup plus de choses, mais en conscience, et on se fatigue moins. Mais on ne fait pas les choses comme Shiva, on est bien d'accord, une après l'autre. On est en méditation, on est monotâche. Donc, c'est une parenthèse dans la vie, une fuite des réalités. Vous avez vu que non, hein, c'est pas une parenthèse de la vie, c'est pas une fuite des réalités puisqu'on y est dedans. Se retirer du monde et s'évader, bah non. Sauf se retirer du monde quand on fait une retraite de 3 ans. Voilà. Donc, pratiquer la pleine conscience, ce qui est important, c'est un entraînement mental régulier. Je peux pas faire de la méditation une fois et puis je m'arrête. C'est vraiment cultiver son attention d'instant en instant, être là. C'est être dans une attention ouverte, bienveillante, sans rien rechercher. C'est ça. La méditation, ce qui est fantastique, c'est que je ne recherche rien, j'ai pas d'effort et tout arrive, en fait. C'est une assimilation naturelle et progressive. Et au fur et à mesure de la pratique, on devient présent. La pleine conscience peut rendre extraordinaires les choses les plus ordinaires. Et ça, c'est vraiment quand vous commencez à méditer, vous voyez beaucoup plus de choses. Pourtant, vous passez dans la même rue des millions de fois, et vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues. C'est un mode de vie plutôt qu'une thérapie.
c'est juste vivre sa vie comme elle est. C'est vraiment, la méditation, c'est vraiment écologique. Puisqu'on parle d'écologie, on devrait en parler aux personnes qui font de la politique. Alors, exercice de distraction de l'esprit. On va se mettre un petit peu en méditation et je vais, avec mes cymbales qui viennent du Tibet, je vais faire un petit bruit et vous allez, alors sans le dire, mais vous allez voir si, est-ce que quand j'entends ce bruit, je suis ici et maintenant assise là où je suis ou assis là où je suis, ou alors je suis partie dans mes pensées. Je vais le faire 3 fois et on va voir où vous êtes ou pas. Est-ce que vous êtes là à être dans votre respiration et assise, ou est-ce que vous êtes parti dans les pensées? C'est OK? On y va? Donc, je vous invite à tranquillement poser votre attention sur le fait d'être assis et assise. Donc, simplement sentir ses pieds sur le sol, sentir le poids de son corps sur le support. Votre dos est juste droit. Vos épaules sont relâchées, comme vos bras. Vos mains sont posées soit devant vous, soit sur vos cuisses. Et votre tête est posée sur votre cou. Le menton est un petit peu rentré. Vos yeux peuvent rester ouverts ou se fermer. Juste sentir que vous êtes assise et assis ici. Et avec beaucoup de délicatesse, portez une attention sur votre respiration. Juste sentir le souffle qui rentre dans votre corps et le souffle qui en ressort. Juste ça. Votre attention est posée comme une plume sur le souffle. Et vous surfez sur les mouvements de votre respiration dans votre corps. Moment après moment. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là, assis, assise, portant attention à votre respiration, ou vous êtes déjà parti dans vos pensées? Si vous êtes parti dans vos pensées, juste le reconnaître et revenir avec beaucoup de douceur sur votre respiration en suivant le souffle. À l'inspiration. En suivant le souffle à l'expiration. Ne pensez pas que vous inspirez, sentez que vous inspirez. Ne pensez pas que vous expirez, que le souffle sort de votre corps, juste sentir ce moment d'expiration. Sentez juste ce souffle de vie qui vous parcourt, moment après moment. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes parti de nouveau dans vos pensées?
Si vous êtes parti dans vos pensées, juste le reconnaître et revenir dans votre respiration, soit sur l'inspiration, soit sur l'expiration. Et prendre conscience que le fait de partir dans les pensées, c'est quelque chose de tout à fait naturel, que vous n'avez pas à vous juger ou à vous critiquer. C'est quelque chose de naturel. Et vous reprenez contact, vous vous reconnectez avec votre respiration, avec tout votre corps qui respire. Sentant l'inspiration, sentant l'expiration. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là ou parti dans les pensées? C'est OK. Si vous êtes parti dans les pensées, c'est OK. Et si vous êtes là, c'est OK aussi. Juste revenir pour vous reconnecter à votre respiration. Sentir vraiment que vous êtes assis sur le support que vous avez choisi. Et surfer sur les mouvements de votre respiration dans votre corps, tranquillement. Moment après moment. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Les enfants n'ont ni passé ni à venir, ce qui nous arrive guère. En général, nous, on est dans le passé, on est dans le futur, mais on est rarement dans le présent. Et c'est pour ça qu'un enfant, il va vraiment partir très vite, il va pratiquer très vite la méditation, comme il va pratiquer l'hypnose d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fantastique. L'enfant, je pense que pour faire ces pratiques-là, il faut avoir une âme d'enfant. C'est ce que j'ai un petit peu quand même. Donc, la mindfulness basée sur la réduction du stress, comme il est difficile de dominer le temps ou les événements qui nous arrivent, eh bien, rester dans le présent, c'est bien. C'est bien parce que on va pas partir dans les ruminations. Et on va rentrer, comme je vous l'ai dit, différemment en relation avec les événements qui nous arrivent, que ce soit du bon ou du mauvais. Chaque instant est un moment nouveau, un nouveau commencement. La pleine conscience est une rencontre bienveillante avec soi-même, mais pas qu'avec soi-même, parce que souvent, quand on est malade, quand on a des douleurs, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on est en colère après soi-même, et puis on s'aime pas. Eh bien, avec la méditation en pleine conscience, on va apprendre à être bienveillant avec soi-même. Parce que si tu n'es pas bienveillant avec toi-même, tu ne seras pas bienveillant avec les autres. Voilà. Donc, la bienveillance, ça commence par soi. Le groupe que j'avais à l'hôpital Saint-Luc, Saint-Joseph, je disais toujours, c'est le groupe je s'occupe de moi. Et c'est pas parce que vous vous occupez de vous que vous allez être égoïste. C'est même pas la peine de ça. Mais si vous vous occupez, moi je me suis occupée de moi pour pouvoir m'occuper des autres. Mais avant, il faut s'occuper de soi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 8 séances? Alors, on a 8 séances. En fait, on a 9 séances, pas 8 séances, mais 9 séances. Dans les premières séances, on va faire des exercices pratiques. On va partager aussi, c'est important, c'est ce qu'on a fait là, hein, commencer la méditation pour vous. On va faire des mouvements de yoga ou des mouvements, en fait, des mouvements en pleine conscience. Alors, ça peut être des mouvements de yoga, mais ça peut être simplement la marche. On va aussi faire des exercices qui sont intégrés dans notre vie quotidienne. Par exemple, se laver les dents, prendre sa douche. Vous avez remarqué que des fois, moi je me souviens, j'avais fait une conférence de méditation à des infirmières et je disais, mais quand on prend la douche le matin, on n'est jamais toute seule.
Et il y a une infirmière qui était devant qui dit « Oh mais si, je suis toute seule dans ma douche. » Non, mais j'ai fait « Dans votre tête, vous n'êtes pas toute seule, quoi. Il y a plein de gens qui sont là. » Voilà. Donc voilà, dans sa vie quotidienne, se brosser les dents. Et puis on a, donc moi j'aime bien faire des audios aussi, parce que au début, c'est bien d'entendre la personne qui vous guide. Et ensuite, l'intérêt, c'est d'aller, de se guider soi-même. Hein. C'est comme quand vous allez apprendre à conduire. Au début, vous avez besoin du professeur et après, vous conduisez tout seul. Ben, c'est pareil. C'est comme dans la vie. Donc, on va avoir des exercices pratiques, ça s'appelle des exercices formels. Donc, respiration, balayage corporel, on prend chaque partie de notre corps et on écoute les sensations. Il y a des méditations assises, des méditations marchées, des exercices de yoga. Et puis, informel, c'est ce que je vous ai dit, hein, quand vous attendez à la caisse du supermarché. Bon, alors, chaque fois que j'attends dans une caisse, je trouve toujours quelqu'un pour parler. Donc, l'attente est moindre. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a 9 semaines. C'est une pratique hebdomadaire. 2h30 en présence d'un instructeur, une journée complète, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a 9 séances. Alors, en général, moi, quand je prends les patients qui ont des douleurs chroniques, en général, je prends une matinée complète, c'est-à-dire on commence à 9h, on termine à 14h et on mange ensemble en silence. Et on peut faire une journée aussi, mais la journée, elle est en silence. Ça, c'est super important. Moi, je parle, ou l'instructeur parle, mais les pratiquants sont en silence. Et là, une pratique personnelle quotidienne entre les séances, ça va de 10 minutes à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et au départ, des fois, c'est 45 minutes. Voilà, le scan corporel, c'est 45 minutes. Alors, comment démarrer la pratique de la pleine conscience? Eh bien, la pratique de la pleine conscience, il faut un ancrage. Si, par exemple, dans l'hypnose, vous avez des suggestions qui sont données par le thérapeute, en méditation, vos suggestions, c'est vos suggestions à vous. Et il y a un ancrage qui est un ancrage pour avoir une vision plus large. Alors c'est pareil en hypnose, on a une vision plus large, mais on n'a pas l'ancrage qui est là, par exemple, sur la respiration. Donc, plusieurs points d'ancrage sont possibles. C'est vrai que la respiration est avec nous depuis notre naissance. Donc, c'est quelque chose qu'on prend plus facilement. Parce que quand on est, par exemple, quand on est angoissé, on va regarder notre respiration. Hein. Quand on monte les escaliers, c'est notre respiration qui va être, on va être essoufflé. Mais des fois, et moi j'ai eu ça dans certains groupes, bah, quand on dit aux personnes, bah, posez votre attention sur votre respiration. Ben non, ça m'angoisse de poser mon attention sur ma respiration. Il y a des personnes qui sont angoissées pour ça, parce que en fait, ils veulent tellement bien faire qu'ils savent plus comment respirer. Alors attends, est-ce que je dois respirer par le ventre? Est-ce que je dois... Vous savez, parce qu'on vous dit, hein, on a été rééducateur, hein, donc la rééducation, les gens vont voir le kiné et puis le kiné dit « Ah ben, je vais vous apprendre à respirer. On va respirer par le ventre. » Non mais attends, les enfants, et vous avez tous été bébés, vous avez respiré par le ventre. Donc on vous apprend rien du tout, on vous réapprend, mais on vous apprend rien. Et on vous apprend rien du tout parce que si vous restez comme ça, ce que vous avez fait tout à l'heure, vous avez respiré par le ventre. Voilà. Mais bon. Après, vous avez les sons. Donc, si la respiration ne convient pas, vous pouvez aller sur les sons. Les sons, c'est ubiquitaire. Donc, c'est chouette. Les sensations corporelles. Et avec la pratique, tout peut être support de méditation. Même les pensées peuvent être support de méditation. Je vais inviter un son de cloche. Et écoutez bien le son de cloche qui vous ramène à l'intérieur de vous. Voilà, juste revenir tranquillement, un peu comme la montagne, s'ancrer.
sentir que vous êtes assis et assise. Dans l'environnement que vous avez choisi. Portez une délicate attention à votre respiration. Et observez en suivant le souffle où vous sentez le plus votre respiration. Est-ce que c'est au niveau des narines? Vous sentez peut-être un chatouillis à l'expiration au niveau de la lèvre supérieure et l'air plus frais de l'inspiration. Pour d'autres, ce peut être au niveau du thorax. Qui s'élargit quand les poumons se gorgent d'air. Et les poumons, quand ils relâchent l'air, les côtes s'abaissent. Pour d'autres personnes, ce peut être au niveau de l'abdomen, dont le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle lentement à l'expiration. Pour certaines personnes, ce peut être ressenti dans tout votre corps. Juste observer, sentir dans votre expérience où ça vit en vous, où vous sentez le plus vos mouvements de la respiration. Ainsi, cette sensation du mouvement de respiration dans votre corps va être un ancrage pour vous, cet ancrage physique. Et chaque fois que votre esprit, par ailleurs, se distrait, vous savez maintenant que c'est quelque chose de tout à fait naturel, que vous n'avez pas à vider votre esprit, que vous n'avez pas non plus à lutter contre ces pensées, juste à reconnaître qu'elles sont là. Et revenir sur ce point d'ancrage de votre respiration dans votre corps, avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Vous pouvez aussi, dans votre environnement, écouter les sons qui arrivent à vos oreilles sans aller les chercher. Il peut y avoir du silence aussi. Vous êtes dans une pièce fermée. Sentez de toute façon, écoutez le silence entre les sons. Vous pouvez aussi ressentir de la fraîcheur sur votre peau, au contact des vêtements. Sentir les battements de votre cœur. Vous écoutez les cloches parce que je suis à côté d'une église, donc les cloches vont sonner à 18 heures. Et juste sentir votre respiration et la suivre sur toute la longueur de l'inspiration, sur toute la longueur de l'expiration.
Et voyez si avec curiosité, vous pouvez vous apercevoir qu'à la fin de l'inspiration, il y a une petite pause. Comme à la fin de l'expiration, juste une petite pause avant l'inspiration suivante. Et ça recommence, respiration après respiration. Soyez dans cette curiosité, dans cette découverte. Vous êtes posé là et vous ne faites rien. Aucun endroit où aller. Rien à réussir. Rien à vous prouver, juste être là. Suivant votre respiration, chacun, chacune dans votre expérience. Et chaque fois que des pensées vous distraient, reconnaître que ce ne sont que des pensées, que c'est un phénomène naturel, et revenir sur l'ancrage de votre respiration dans votre corps ou la sensation de votre corps assis dans l'environnement que vous avez choisi. Et sachez que dès que vous prenez conscience que votre esprit part dans la distraction, dès juste que vous en prenez conscience, eh bien vous revenez dans le moment présent, dans la pleine conscience. Vos pensées vont et viennent et vous, vous êtes connecté à votre respiration. Et vous les voyez aller et venir, un peu comme les nuages dans le ciel, laissant le ciel bleu après leur passage. Prenez les pensées pas comme des distracteurs, mais comme des coachs qui, quelque part, avec ces allers et retours que vous faites avec douceur, pour revenir à votre respiration, vous êtes au plein cœur de la pleine conscience. Continuez d'amener votre conscience sur chacune de vos respirations. Sentez juste que vous respirez. En sachant que la principale, la plus importante, c'est celle de maintenant, celle qui est présente. Lâchez le passé et la respiration du passé. Lâchez le futur, la respiration n'est pas encore là. Être juste dans celle-ci qui est là, présente. Dans un moment, je vais inviter un son de cloche. Vous allez quitter cet exercice, mais vous ne quitterez pas votre souffle qui vous accompagne depuis votre naissance et qui est là 24 heures sur 24. Et dans votre journée, vous pouvez faire ces petits exercices. Juste vous arrêter et revenir à votre souffle pendant quelques respirations, sentant vraiment que vous respirez. Et le fait de revenir à sa respiration, vous revenez dans la présence à vous-même.
Vous pouvez le faire régulièrement si vous en ressentez le besoin. Prenant juste le temps de vous sentir respirer, de vous sentir exister et juste de vous sentir vivant et vivante. Voilà, je vous remercie. Donc, on va continuer. L'utilité de la méditation, c'est ralentir. Vous avez vu, hein, c'est voilà, on ralentit. Même notre rythme respiratoire ralentit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Sachez que quand on est en méditation, on est en cohérence cardiaque. Hein. Il y a eu des études de fait et on est en cohérence cardiaque. Voilà. Donc, la méditation, c'est la non-action. Vous avez vu, hein. Ça nous invite à prendre du recul par rapport aux événements pour avoir des réponses plus justes, plus ciblées. Et de nous ouvrir à la vie et d'avoir aussi une meilleure qualité de vie. Avec la pratique de la méditation, nous enrichissons le mode faire par le mode être. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Et on est plus conscient de nos actes. On prend le temps de connaître la différence entre urgence et important. Maintenant, vous savez, la différence entre urgent et important. La pratique de la méditation n'a pas de but précis. Moi, je vous dis, si vous commencez à méditer, laissez-vous surprendre par elle. Et il y a plein de choses qui peuvent être surprenantes. La pratique régulière de la méditation, si on apaise l'esprit, on relâche le corps. C'est pour ça que faire de la méditation pour les patients qui ont des douleurs chroniques, c'est super. Alors, les qualités de la pleine conscience, on va passer vite. On a dit le non-effort, le non-jugement, l'acceptation, la patience, parce que des fois, il faut avoir de la patience pour méditer. Parce que des fois, on n'a pas envie. Mais attention, quand on n'a pas envie de méditer, je dis aux personnes, ne vous forcez pas. Dites-vous que vous prenez conscience qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de méditer. Mais méditez demain. La confiance. Avec la méditation, on a beaucoup plus de confiance en soi. On est ouvert vers l'autre. On a ce fameux lâcher-prise, mais c'est ce lâcher-prise-là. J'ouvre. Voilà. La gratitude, hein, quand on voit des choses qui sont belles, on est vraiment, on remercie le ciel d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles, de pouvoir marcher. Je trouve que on remercie pas souvent son corps en mouvement. De la douceur aussi, il faut être très doux et indulgent. La générosité, la générosité parce que quand on commence à méditer, il n'y a pas de but. Donc on médite sans but. En général, quand nous, Européens, quand on fait quelque chose, il faut avoir un but. Il n'y a pas de but là. Voilà. On développe de l'empathie. Alors l'empathie, c'est quoi? C'est être dans les chaussures de l'autre. Mais attention, l'empathie peut nous amener au burn-out. En revanche, la compassion ne peut pas nous amener au burn-out parce que la compassion, c'est l'amour dans sa grandeur. Donc, quand on travaille l'amour bienveillant, en général, on tombe rarement en burn-out. Alors, l'intérêt de la pleine conscience sur l'action du stress, ah oui, on a vu, alors ça, ce qui est important, c'est qu'on a une diminution du taux de cortisol. Parce que quand on est stressé, le taux de cortisol augmente. Et quand on médite, on a une diminution du taux de cortisol. Après un entraînement de 8 semaines, si on fait une vaccination antigrippale, on a davantage de taux d'anticorps. Donc, ça agit sur l'immunité. Et puis, cette chercheuse a fait une étude sur la modulation des ondes alpha par la méditation. En fait, les ondes alpha vont arrêter les bruits
on va avoir juste un bruit de fond. On va trier dans ce bruit de fond les choses qui sont importantes, les informations sensorielles importantes. D'autres, par exemple Antoine Lutz, qui est un chercheur et qui est à Lyon, bien sûr, a montré qu'on avait une augmentation des rythmes gamma. En fait, quand on a une augmentation des rythmes gamma, on a une concentration un peu plus longue. Et Sarah Lazare a mis en évidence que dans notre structure cérébrale, on avait une modification. Donc la méditation entraîne une modification à la fois comportementale, mais aussi structurale, avec un épaississement de l'hippocampe, et l'hippocampe, c'est la mémoire, hein, et un rétrécissement de l'amygdale. L'amygdale, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, et tout ce qui est peur, hein, et un épaississement du tissu cérébral cortex préfrontal gauche. Et le cortex préfrontal gauche, c'est tout ce qui est plutôt positif, toutes les émotions positives. Donc voilà, dans la douleur, c'est le rapport à la douleur qui change. On a moins d'anticipation anxieuse, donc ça c'est quand même pas mal, et on peut avoir une meilleure stabilité émotionnelle. Alors les indications et les contre-indications. Les indications: gestion de la douleur, gestion de la détresse face à la maladie chronique, amélioration et prévention des rechutes dépressives, mais c'est surtout la MBCT, c'est la méditation sur les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà. Gestion du stress, gestion de l'anxiété chronique, de l'insomnie. Alors par exemple, si vous avez des insomnies, alors moi je l'ai fait avant-hier, scan corporel, vous vous endormez tout de suite, hein. Gestion de l'impulsivité et gestion du perfectionnisme excessif. Quand vous méditez, vous n'avez plus de perfectionnisme excessif. Les contre-indications: pas de méditation en phase aiguë de dépression. Pourquoi? Ben là, dans la méditation, on peut faire remonter des émotions. Et quand on fait remonter des émotions, quand elles sont positives, c'est OK, mais quand elles sont négatives, des fois, voilà, il faut être aguerri et il faut être ancré pour tout ça. Donc, en général, les phases de dépression aiguë, on ne les prend pas. Les troubles de l'attention, les séquelles psychologiques et abus physiques, émotionnels ou sexuels, les troubles psychotiques. Alors, je ne dis pas que dans les dissociations, on ne peut pas faire, mais en général, ce sont les psychiatres qui font de la méditation, mais ce n'est pas moi. Voilà. Je ne suis pas psychiatre, moi. Et les attaques de panique récurrentes. Ça peut, mais c'est aussi, c'est mieux que ce soit un psychiatre ou un psychologue qui prend en charge. Donc, en conclusion, maître Tse, pourriez-vous me donner enfin au moins une instruction claire pour méditer? Eh bien, assieds-toi et je vous remercie. Merci beaucoup, Viviane. C'était très intéressant, très vivant, très agréable. Merci beaucoup.